44 44. Le journal de Télémiroir avec quelques titres qui vont vous être développés. Le préfet du Gard en visite à Cernac pour évoquer les maisons à 15 €. Rencontre avec Olivier Gibelin, l'ancien président des Costières de Nîmes, le nouveau président gardois de la mutualité sociale agricole du Languedoc et le vice-président du Conseil d'État en visite au tribunal administratif de Nîmes. Ce sont donc une partie des titres, Christophe, que vous allez nous développer. Bonsoir. En effet, Patrick, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'information du jour à Nîmes. Sans grande surprise, le manager espagnol taurin Salvador Boix a annoncé hier soir à la direction des arènes de Nîmes que José Tomás ne pourra pas honorer son contrat pour la corrida du jeudi 20 mai. Tout le monde s'y attendait, grièvement blessé, comme on s'en souvient, le 24 avril dernier à l'artère fémorale lors d'une corrida organisée à Aguascalientes au Mexique. Le maestro espagnol a donc renoncé à son contrat nîmois, comme il l'avait déjà fait pour ses engagements suivants à Bilbao et à Cordoue. C'est Alejandro Talavante qui a été choisi pour remplacer José Tomás. Alejandro Talavante que l'on redécouvre ici à l'image dans les arènes de Nîmes, torero originaire d'Estrémadure. Talavante dont le style se rapproche de celui de José Tomás avait connu un triomphe important lors de l'édition 2007 de la Feria de Pentecôte. Dans un communiqué, alors qu'on va revoir quelques images du triomphe de 2007, la direction des arènes de Nîmes indique ce soir avoir eu un choix restreint quant au remplacement de José Tomás, expliquant notamment que 2 vedettes seulement n'avaient pas été programmées lors de cette feria, Miguel Ángel Pereira et Alejandro Talavante. C'est donc Talavante qui a été choisi, je cite, compte tenu de son cartel dans les arènes de Nîmes, précise le communiqué, Pereira étant de toute manière déjà engagé à Lisbonne le même jour. Simon Casas Productions qui ajoute enfin qu'une autre vedette n'était pas annoncée à Nîmes, Manzanares, dont l'absence est justifiée, selon l'Impresse, par une opération récente d'une hernie discale. C'est pas pareil quand même le cartel là maintenant. Le cartel a évidemment changé. Le cartel définitif est donc le suivant. 6 taureaux de Joaquim Núñez de Cubillo pour Julio Aparicio, Sébastien Castella et Alejandro Talavante le jeudi 20 mai pour la 2e corrida de la Feria de Pentecôte. Élu vendredi à la présidence de la mutualité sociale agricole du Languedoc, Olivier Gibelin a présenté cet après-midi les grandes lignes de son plan d'action à la tête de l'une des plus importantes caisses agricoles du pays. Un nouveau président désireux de rendre plus lisibles les souhaits des 154 000 affiliés que compte la MSA du Languedoc. De nouvelles responsabilités qu'Olivier Gibelin entend honorer pendant toute la durée de son quinquennat. Alain Bellon l'a rencontré. Les caisses de la mutualité sociale agricole du Gard, de l'Hérault et de la Lozère ont fusionné. Elles sont devenues la MSA du Languedoc. Son nouveau président, Olivier Gibelin, a été élu le 7 mai par 774 élus titulaires de la MSA du Languedoc. Les pouvoirs publics et la Caisse centrale de MSA avaient fixé pour objectif de réduire de manière drastique l'ensemble des caisses de France, de telle manière à gagner je dirais, en fonctionnalité et en coût. Olivier Gibelin est un homme de terrain et le restera. J'étais un homme de terrain gardois, je deviens un homme de terrain gardois et révolté-lozérien. Ça veut dire que mon temps sera partagé à grosso modo en part égale entre les 3 départements. Mais aussi dans chaque département, 10 élus seront présents sur le terrain. Ils donneront un certain nombre d'avis. Ces avis seront remontés à la caisse régionale où les décisions définitives seront prises. Voilà. Donc on continuera à avoir une assise départementale proche de nos ressortissants et une économie, je dirais, globale de gestion par une seule structuration régionale. Le siège de la MSA Languedoc est basé à Mende et son président a été élu pour une durée de 5 ans. Voilà Christophe, zéro tracas, zéro blabla, vous voulez que je la fasse celle-là, c'est ça, la MSA Ah oui, vous faites preuve d'une grande originalité, Patrick. Voilà, bon, vous savez, moi j'ai prêt à tout dans le JT du mardi soir, aucun problème. Toute autre chose, du côté de Cernac, la maison à 15 € par jour, sur 20 ans quand même, parce que
pas un jour pour 15 € et une maison. En effet, c'est quelques jours avant Noël, en décembre 2008, que Christine Boutin, ministre du Logement de l'époque, annonçait l'extension du dispositif de la maison dite à 15 € par jour aux appartements. But de cette opération, atteindre 30 000 logements financés en accession sociale à la propriété. Dans le Gard rhodanien, la commune de Cernac s'est très rapidement positionnée en faveur de la construction d'un lotissement proposant ce type d'habitation. Avec l'aide de l'État et des collectivités, le projet est devenu réalité, permettant ainsi à de nombreuses personnes d'accéder à la propriété alors qu'ils n'auraient pu le faire dans un système de prêt bancaire classique. Le préfet du Gard, Hugues Bouzige, est allé à la rencontre de ses propriétaires. Le reportage est signé Nadège Kleiss et Abdallah Choukri. Devenir propriétaire d'une maison pour 15 € par jour, non, ce n'est pas une blague. Ça se passe à Cernac, un quartier pavillonnaire vient d'y voir le jour. C'est un projet qui s'est lancé en 2007. À l'époque, c'était les villas à 100 000 €. Puis en 2008, fin 2008, la ministre Madame Boutin a lancé les villas à 15 €. Et nous sommes mis sur ce projet de villas à 15 €. L'État, la région nous a aidés pour acheter le terrain. Et après, nous avons lancé les fameuses villas à 15 €. Pendant 20 ans, ils paient comme n'importe quel autre propriétaire qui accède pour avoir une maison. Ces villas disposent d'un garage, d'un séjour, d'une cuisine, de 3 chambres, d'une salle de bain et d'un WC. Et le petit plus, des panneaux solaires reliés à un système qui permettent de réchauffer l'eau. Les personnes qui se réjouissent le plus de cette façon d'acquérir leur maison sont les jeunes couples. C'est plus facile pour les jeunes couples d'avoir une maison à ce prix-là. Vous pensez vraiment que c'est mieux ? Ah oui, beaucoup mieux. Parce que nous, ça fait au moins 3 ans qu'on essayait d'avoir un crédit pour avoir une maison neuve et on ne pouvait pas. Les banques n'acceptaient pas. D'être propriétaire, tout change. C'est beaucoup mieux. On a son toit à soi-même. Ces logements dits sociaux intéressent d'autres maires qui pensent à développer l'idée dans leur commune. Et si on a bien calculé, Christophe, sur le plateau, en direct et sans calculatrice, ça devrait faire dans les 109 500 € au bout de 20 ans. Zéro taux d'intérêt, j'imagine. Vous êtes partant ? Écoutez, pour ce prix-là, oui, au moins pour investir. Allez, on va enchaîner avec le président de l'Institut français des sciences administratives, Jean-Marc Sauvé, qui était de passage aujourd'hui à Nîmes pour visiter le tribunal administratif en sa qualité de vice-président du Conseil d'État. Depuis plusieurs semaines maintenant, ce haut fonctionnaire fait un tour de France des tribunaux administratifs. À Nîmes, Jean-Marc Sauvé a souligné la qualité des délais appliqués quant au rendu des délibérés. Alain Bellon nous dévoile les coulisses de cette visite ainsi qu'un aperçu du mode de fonctionnement du tribunal administratif de Nîmes. Le tribunal administratif de Nîmes a ouvert ses portes il y a 3 ans. À ce jour, il a rendu près de 15 000 dossiers avec le jugement. 7 mois est le délai moyen d'un jugement à Nîmes, au lieu de 1 an, correspondant à la moyenne nationale. Le tribunal administratif de Nîmes, encore une fois, règle les affaires donc, dans des délais très courts. Je dois dire d'ailleurs même que les affaires en stock depuis plus de 2 ans ne représentent qu'1 ou 2% du stock du tribunal, ce qui est absolument négligeable et ce qui est tout à fait remarquable. Ce qu'il faut, c'est que le tribunal, qui aujourd'hui est dans une situation extrêmement satisfaisante, eh bien, il maintienne, j'allais dire, ses performances à la fois quantitatives et qualitatives actuelles. Tout le monde travaille ensemble pour que le dossier qui vient d'arriver se termine quelques mois après, et le plus vite possible d'ailleurs, en un jugement. Alors c'est le travail du greffe qui assure toute l'instruction, qui communique cette requête à l'administration pour entendre la défense, parce que chez nous, le principe du contradictoire est un principe sacré, donc il y a tout un jeu d'aller et de retour de toutes les pièces et de tous les mémoires. Et puis après, le jour venu, l'affaire peut passer, après avoir été étudiée par un rapporteur, à l'audience. Et ensuite, la formation statut, délibère et rend la solution, la sienne. Dans tous les tribunaux administratifs, des réformes sont mises en place. Nous avons devant nous le grand chantier de la dématérialisation des affaires, c'est-à-dire que nous allons vers des échanges électroniques entre les parties, entre les avocats notamment, et la juridiction, ce qui nous permettra de gagner du temps, ce qui nous permettra d'avoir des échanges plus fiables et ce qui nous permettra aussi d'avoir des échanges moins coûteux.
On a appris qu'un garçon âgé de 14 ans a été interpellé hier soir pour avoir profané 7 stèles musulmanes du cimetière militaire de Tarascon. Selon le procureur de la République de la ville, l'adolescent a été mis en examen pour profanation de sépulture non aggravée et placé en liberté surveillée préjudicielle. Selon le procureur de la République, les faits sont sans connotation raciste. L'adolescent aurait agi par jeu, renversant les plaques, plus faciles à démonter que des croix chrétiennes. Rappelons que le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, s'était rendu dimanche à Tarascon pour participer à une cérémonie à la suite de cette profanation. Et puis avec l'arrivée des beaux jours, certaines collectivités territoriales se projettent d'ores et déjà vers la saison estivale avec la présentation de rendez-vous clairement axés vers les loisirs. C'est le cas du pays Vidourle-Camargue qui a dévoilé le programme de l'édition 2010 des saisons du terroir. Rendez-vous estival placé sous le signe de la découverte du terroir et des produits. Par le biais de balades gourmandes, les visiteurs sont invités à aller à la rencontre des vignerons de la vallée du Vidourle et redécouvrent les paysages les plus secrets de la petite Camargue. Une invitation à l'évasion au cœur de notre région, c'est ce que nous explique Alain Mellon. Le programme du label Les Saisons du Terroir débute le 30 mai dans le pays sommérois. Connaître, visiter, se balader et goûter sont les maîtres mots de cette 3e édition. Saison du terroir, il s'agit d'unifier une communication sur des manifestations qui se tiennent tout au long de l'année, puisque ce sont les saisons, il y en a donc au printemps, à l'été, à l'automne et en hiver. On va commencer avec les paroles de terroir sur le pays de Sommières et Coutavidourle, avec donc la découverte de l'environnement lié à la vigne, son histoire, des visites chez les agriculteurs, des dégustations, des repas musicaux, des ateliers du goût. Puis nous aurons cet été donc des manifestations qui sont liées à la découverte d'un certain nombre de communes, de la communauté de communes du pays de Sommières, de Coutavidourle aussi, avec des visites inattendues à la chandelle. Il s'agit là quelquefois d'une manière théâtralisée de découvrir les villages. Ensuite à l'automne, des balades et découvertes en Petite Camargue, un territoire emblématique également de tout ce qui tourne autour à la fois du vin mais également du taureau de Camargue. Et il y aura enfin cette année, pour finir, au mois de décembre, la fête de l'olive à Corconne. C'est une manifestation qui existe depuis une quinzaine d'années, que nous avons souhaité mettre en valeur, intégrer dans les saisons du terroir. Pour les participants à ces manifestations, c'est un moyen de communiquer. On reçoit beaucoup de monde, on peut échanger, discuter, prendre des contacts, etc. Et évidemment, il y a un petit peu de vente le jour même, mais c'est aussi un travail de longue haleine, de manière à fidéliser un petit peu les clients et les gens. Pays Vidourle-Camargue et Pays Sommérois vous donnent donc rendez-vous le 30 mai pour Paroles de terroir. Écoutez, après Vigne-Toquet, ça fait une belle visite en perspective, Christophe. Vous serez présent pour faire le reportage ? Le 30 mai, c'est après la feria. C'est un peu compliqué à ce moment-là. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les initiatives comme ça sont de grande qualité. Une autre initiative, Christophe, c'est le printemps bio du Conseil général aussi. Oui, notamment le Conseil général du Gard qui poursuit son action de sensibilisation auprès des gestionnaires de restauration collective et des élus locaux concernant le service de repas bio dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les crèches, les collèges et les lycées. À cet effet, une réunion s'est tenue aujourd'hui à Nîmes au Mas Carbonel afin de préparer la semaine nationale printemps bio, annoncée du 7 au 13 juin prochain. Rappelons qu'une opération test réalisée en novembre 2009 avait vu le service de quelques 9200 repas bio par 34 sites de restauration volontaire. Le Gard qui est le 2e département français en nombre de producteurs bio, soit au total 450. Très bien. Christophe, d'autres infos aujourd'hui ou c'est fini ? Je crois que vous avez un portrait d'entreprise à nous proposer, Patrick, aujourd'hui. L'entreprise Vitam, si mes sources sont bonnes, une entreprise nîmoise de restauration et de plateaux repas à domicile du cru. On est dans l'actu. Allez, c'est notre virgule Nîmes Métropole. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. La
La société elle a été créée en septembre 2005. On fait partie d'un réseau national qui est un réseau de maintien à domicile pour personnes dépendantes, personnes âgées, qui a été créé il y a une dizaine d'années, qui s'appelle le réseau Vitam. C'est pas une franchise, on est des indépendants. En fait, on est des entrepreneurs privés qui mutualisons et partageons nos expériences au sein d'un groupement d'intérêt économique qui nous permet, si vous voulez, d'avoir une dimension nationale sans avoir les contraintes d'une franchise. Plus on développe l'entreprise et plus effectivement on a du personnel. À l'heure actuelle, on est une équipe d'une trentaine de personnes, donc sectorisée en 2 domaines d'expertise bien différents. Un domaine d'expertise de portage de repas où là il y a une équipe de 5-6 personnes et puis 25 personnes qui travaillent sur l'aide à domicile avec une responsable de secteur et puis des assistantes de vie et des aides ménagères. Notre cœur du métier, c'est vraiment le maintien à domicile des personnes dépendantes, avec une approche vraiment médico-sociale du portage de repas à domicile, dans le sens où on est spécialisé de tout ce qu'on appelle menu régime, que ce soit du diabétique, donc du sans sucre, du sans sel, du mixé, de l'hypocalorique ou des menus sur mesure. Et un autre aspect de notre activité, c'est donc l'aide à domicile au sens propre du terme, ce qu'on appelle les aides aux actes de la vie quotidienne, qui sont pratiquées par des auxiliaires de vie, des assistantes de vie, donc un personnel diplômé ayant de l'expérience, qui nous permet de proposer une offre globale aux personnes qui souhaitent rester chez elles et qui ont besoin de maintien à domicile. On est vraiment une entreprise, nous, médico-sociale, qui s'occupons de particuliers. Notre objectif d'évolution en termes de services, il est simplement d'augmenter notre volume d'heures et de proposer nos services peut-être dans des secteurs géographiques du département. Je pense notamment à Alès, où on est en train d'étudier une possibilité d'aller un peu proposer nos services sur Alès. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous ont présenté ce programme. Voilà Christophe, pour vos parents, pour éviter qu'ils viennent boire l'apéritif à Télémiroir et les maintenir un petit peu chez eux. Vitam 30, c'est efficace. Ils ne sont pas dans le Gard. Ils ne sont pas dans le Gard, les bottes En revanche, notre réalisateur est dans le Gard. Oui, pour Guillaume, c'est vrai qu'on pourrait faire ça pour s'en débarrasser définitivement peut-être. Vous avez noté le numéro de téléphone, je l'ai vu pendant le... Je l'ai bien en tête, j'ai noté. Christophe, les infos ce soir, Croco Hebdo bien sûr, et du lourd. Dans l'émission, tout le staff dirigeant du Nîmes Olympique est là. En tout cas, à 20h50, du beau monde sur le plateau de Croco Hebdo avec le président Jean-Louis Gazot pour faire le bilan de la saison 2009-2010 aux côtés du manager général, celui qu'on appelle un petit peu l'homme de l'ombre, car on ne le voit que très rarement. Il s'agit de Philippe Goursat qui sera présent sur le plateau de Croco Hebdo. Puis à 22h, le match Nîmes-Brest, c'était la dernière victoire des Crocos au Costières. Et à 22h45 à peu près, noir et blanc bien sûr, la rediff. On connaît tous les joueurs qui vont être recrutés l'année prochaine, c'est ça, il faut regarder l'émission tout à l'heure. C'est dans Croco Hebdo. Voilà, donc ne manquez pas votre soirée sur Télé Miroir. Merci de nous avoir suivis, merci Christophe, merci Guillaume quand même. Très bonne soirée sur notre antenne, au revoir.